Salut, c'est Josiane, bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long, donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Alors, est-ce que c'est tout bon? Moi, c'est tout bon. Super. Je suis vraiment désolée pour les petits soucis, tout le monde. Donc, on va pouvoir démarrer avec les questions. Donc, la première question, c'est une question qui est assez légitime lorsqu'on est porteur de projet, lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat de façon générale, mais encore plus en cosmétique, c'est la question du budget. Donc, on me demande combien peut coûter l'achat de notre formule si on travaille avec un laboratoire. Même si c'est assez difficile de répondre précisément, mais quelles sont les structures de coûts qui peuvent entrer dans la formulation du produit? Alors justement, donc après qu'il y a différents laboratoires, mais il y a plusieurs paramètres à rendre en compte. C'est déjà la complexité de la formule. On va pas facturer la même chose si on fait par exemple une lotion que si on fait un masque capillaire spécial cheveux crépus. Donc il y a ça à prendre en compte. Les matières premières qu'on veut mettre aussi dedans. Si on veut sourcer une matière première spécifique qui vient d'un pays spécifique, d'un fournisseur spécifique, ça laisse peu de choix de pouvoir sourcer pour avoir le meilleur prix de la matière première. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà. Donc, il y a aussi pour le maquillage, le nombre de teintes qu'on veut mettre. Forcément, le prix sera pas le même si on veut développer une teinte que si on veut développer 5 ou 10 teintes. Mais grosso modo, en tout cas, pour ma part, parce que après les budgets vont du simple au triple, il faut compter à peu près entre 1000 jusqu'à 4 voire 5000 euros pour juste faire la partie formulation. Donc pour une formule. C'est vraiment une formule avec toutes les teintes. Avec ça, on a toutes les études de stabilité, la compatibilité contenant contenu, mais on n'a pas encore le DIP. Le dossier information, je vais en parler plus tard, mais le dossier information, on n'a pas la partie réglementaire. Là, on a juste la partie R&D. Ok, super. Bah déjà, c'est assez précis. Du coup, quelle fourchette de budget faut-il prévoir pour la partie réglementaire, justement, ce qui va venir après? Alors, ça dépend aussi du type de produit. Le budget ne sera pas le même si on a un produit qui contient de l'eau, aussi un produit qui ne contient pas de l'eau. Si c'est un produit aussi qu'on veut exporter, qui va être juste aux frontières de l'Union européenne. Donc, grosso modo, pour un produit avec les tests, donc cette fois-ci, je parle donc du dossier information produit, plus tous les tests microbiaux qui vont avec. Grosso modo, faut compter entre 1000 et 1500 euros pour un produit qui n'a pas d'eau et 1500 euros à 2000 euros pour un produit qui contient de l'eau. Parce qu'il y a plus de tests vu qu'on est un vecteur de bactéries. Et justement, lorsqu'on entend des budgets comme ça peut paraître assez impressionnant parce qu'on n'a pas tous le budget, d'autant plus qu'on parle d'un seul produit. Donc, si on veut développer une gamme, sachant qu'en cosmétique, plus il y en a, entre guillemets, mieux c'est en général. Si on veut développer une gamme de cosmétiques, c'est compliqué. Donc, il y en a qui se tournent vers juste la vente des matières premières, des matières brutes. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe niveau réglementaire lorsqu'on veut juste vendre du beurre de karité, de l'huile de coco? Alors, pour vendre ça, il faut juste s'assurer qu'on a un certificat d'analyse. Donc, ça veut dire que la coopérative ou là où on achète l'huile ou les beurres, il y a un certificat qui permet en fait de donner toutes les spécificités de l'huile ou du beurre. Avec ça. Et juste avec ça, la fiche de spécificité et la fiche de données de sécurité, on peut vendre son produit dans l'Union européenne. Mais supposons que l'on veuille, par exemple, on achète le beurre de karité en gros et on veut le conditionner dans des pots plus petits pour du détail, pour les consommateurs. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour le conditionnement? Ah oui, il faut respecter les BPF, donc la norme 22176, les bonnes pratiques de formulation qui s'appliquent pour la fabrication, le conditionnement, le stockage. Et donc, il faut un laboratoire, il faut déclarer son établissement auprès de l'ANSM, donc l'Agence nationale pour la sécurité du médicament.
Respecter donc les BPF, donc les bonnes pratiques de formulation, de fabrication, excuse-moi, et avoir un local aéré, désinfecté, suivre pas mal de procédures. On peut pas juste décider de le faire au coin de sa cuisine. Non, on peut pas faire ça comme ça. Et donc, mais est-ce qu'on peut s'adresser, là tu parles dans déclarer son établissement, tu parles dans le cas où c'est nous-mêmes qui choisissons de conditionner notre propre produit. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui sont là pour conditionner notre beurre de karité ou notre huile de coco dans des pots plus petits? Exactement, il y a des sous-traitants de conditionnement qui vont venir, c'est ce que j'ai oublié de dire, qui vont devenir la personne responsable, entre guillemets, de la mise sur le marché de l'huile. Donc, en fait, eux, par contre, ils vont vous demander exactement les mêmes papiers, les FDS, les certificats d'analyse, mais c'est eux qui vont avoir la responsabilité, entre guillemets, de suivre les BPF. Vous leur donnez juste le pack, l'étiquette, et après, vous réceptionnez les huiles ou les beurres conditionnés en plus petite quantité. Ouais. Tu as parlé de certificat d'analyse. Justement, ça nous amène à la prochaine question qui est est-ce qu'on peut faire analyser ces matières premières en dehors de l'Union européenne afin de présenter le certificat des analyses pour la constitution du DIP, donc du dossier information produit. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut faire analyser son beurre de karité, son huile de coco en Afrique et utiliser ces certificats? Est-ce qu'ils sont valables en Europe? Ils sont valables si on fait si on a les mêmes tests avec la même procédure. Donc, il n'y a aucun problème de faire analyser ailleurs, de montrer les certificats si c'est exactement, parce que pour faire le DIP, c'est le toxicologue qui va demander pour la partie B. Si il vous demande tel ou tel test, lui, tout ce qu'il veut, c'est que ce test soit fait en conformité avec l'Union européenne, mais n'est pas obligé d'être fait dans l'Union européenne, ni en France. Justement, là, tu évoques la partie B du DIP. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le DIP, c'est quoi et qu'est-ce qui rentre dans sa constitution et pourquoi on doit l'avoir? Est-ce qu'on doit l'avoir tout le temps? Oui, alors le DIP, donc dossier information produit, comme tu l'as dit, il comporte deux parties, la partie A, la partie B. La partie A, un formulateur, même toi, si tu t'y connais, tu y vas, tu peux le faire. Donc dedans, il y a la formule quantitative, qualitative du produit. Il y a l'information de la provenance de toutes les matières premières. Il y a le process de fabrication. Il y a tout un tas d'informations que on va collecter pour être sûr de la provenance des matières premières et de l'architecture de la formule. La partie B va concerner l'évaluation de la sécurité. Donc, c'est tout ce qui va concerner tous les tests qui vont être obligatoires pour mettre le produit sur le marché et qui va être certifié par un toxicologue agréé. Donc, même moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas toxicologue. Donc, il faut un toxicologue qui dit que suivant les tests, c'est pour ça, suivant le type de produit, suivant là où on veut l'appliquer, suivant la population, ce sera pas la même pour un enfant que pour un adulte. Lui, il certifie que le produit est conforme. Et en fait, ce dossier information produit, on est tout le temps obligé de l'avoir sur le lieu de fabrication du produit pour que, en cas de contrôle des autorités sanitaires, on lui dit, bah voilà, on a mis en place le DIP, il est là, il est valable et il faut le renouveler tous les ans. En fait, c'est ce qui permet de certifier que on est en bonne conformité avec la loi européenne pour mettre le produit sur le marché. D'accord. Et tout à l'heure, on a survolé un petit peu le sujet, mais c'est une question qu'on me pose souvent et je pense que ça intéresse beaucoup de gens aussi, autant que la budgétisation. C'est le problème entre guillemets, la situation des cosmétiques maison en France. Déjà, est-ce qu'en France, on peut commercialiser des cosmétiques artisanaux, donc sous-entendu des cosmétiques faits maison? Alors, on peut commercialiser tout ce qu'on veut tant qu'on a un DIP. Tant qu'on a un DIP, voilà. Dès qu'il y a un DIP, on peut commercialiser tout. Voilà. Il faut se notifier aussi au portail européen. Voilà. Tant qu'on a fait ces deux choses-là, on a déclaré voilà, il y a trois choses à faire. Déclarer l'établissement à l'ANSM, ça c'est obligatoire. Faire un DIP. Donc, qui dit DIP dit que forcément, on a un peu réfléchi sur la formule, on a fait les tests microbio, on est passé par un toxicologue qui a quand même validé la formule. Et après, on s'est notifié au portail européen. Quand on a fait tout ça, on peut vendre nos cosmétiques maison. Et justement, tu disais tout à l'heure, on ne peut pas faire des cosmétiques n'importe où dans un coin de la cuisine. Donc, quand on va déclarer son établissement à l'ANSM, quels sont les critères que doivent remplir notre local si on veut fabriquer nos cosmétiques là-bas?
Alors, pour le local, il doit remplir comme critère la norme BPF. C'est vraiment, la norme BPF, ça permet de mettre des procédures d'audit qualité. Donc, c'est vraiment tout un système pour faire la traçabilité des matières premières, la traçabilité des produits finis. Donc, il faut vraiment un local qui est dédié dans le local, une partie qui est dédiée au stockage, une partie qui est dédiée à la fabrication, une partie qui est dédiée à la production et que tout ce qu'on appelle les zones propres et les zones sales ne se mélangent pas. Voilà, donc c'est vraiment un local dédié qu'à ça. On va pas faire sa salade au même endroit où on va produire non mais voilà, où on va produire ses cosmétiques. Et une des difficultés, vraiment... oui, vas-y. Non, je me souviens même plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Une des difficultés auxquelles je me suis confrontée, moi, quand je me suis lancée, ça a été de trouver l'information. Est-ce que c'est facile d'aller trouver ces BPF-là? Enfin, j'imagine que c'est facile, peut-être que c'est moins facile de les comprendre. Mais est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, tout à l'heure, tu disais, il faut que le propre et le sale ne soient pas mélangés, il faut que les zones de stockage, de fabrication ne soient pas mélangées. Est-ce qu'il y a un document vraiment qui relate toutes les conditions que doit remplir ce local? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre un document PDF que je trouve quelque part sur Internet et me dire, OK, mon local coche tel critère, c'est bon pour moi. Comment on trouve ces infos? Alors, le seul document que tu vas avoir, c'est la norme 22716 qui va te dire toutes les normes BPF. Et elle est très compliquée. Je sais plus, elle doit faire une quarantaine de pages de mémoire. Donc, et c'est très technique, c'est très chiant, excuse-moi, à lire, à comprendre. Donc, c'est pour ça que il y a des organismes qui aident, qui font des formations au BPF, qui aident à comprendre ces normes, qui font des trames. La norme, je pense qu'on peut la trouver gratuitement. Mais après, il y a des termes, par exemple, la Cosmed, qui fait une trame pour une centaine d'euros, justement, qui fait, bah voilà, à peu près partie 1 de la norme, il faut ça. Est-ce que je coche ça? Partie 2, est-ce que je coche ça? Pour au moins aider à voir le début de la fin du tunnel. La fin du tunnel. Et toi également, tu peux accompagner les entrepreneurs qui veulent se lancer en cosmétique maison. Est-ce que tu peux aussi les éclairer sur les conditions que doivent remplir leur local? Oui, bien sûr. Voilà. Après, je ne serai pas aussi pointue, on va dire que la Cosmed, aussi pointue que la norme, mais moi-même qui est mon local, j'ai dû m'adapter aux normes BPF. Donc, il y a peut-être déjà des choses qui vont me sauter aux yeux, qui me paraissent moins logiques et qui paraissent moins logiques aux porteurs de projets. Et ce local-là, est-ce qu'il doit faire l'objet d'un audit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir dans notre local pour vérifier que toutes les conditions soient remplies? Comment ça se passe? Alors, non. À chaque fois qu'on fait un DIP, on est censé faire une certification BPF en disant qu'on a bien utilisé les BPF pour fabriquer et conditionner nos produits. Mais c'est pas obligatoire d'être fait par un organisme. Par contre, si on va vouloir exporter nos produits dans certains pays veulent que ça soit fait par un centre externe. Donc, il n'y a aucune obligation à payer, entre guillemets, un audit pour le faire. Mais de temps en temps, peut-être, par coup de malchance, l'ANSM va décider que de toutes les déclarations, c'est mon établissement qui va être contrôlé. Oui. Logiquement, tant qu'il faut être déclaré à l'ANSM, à chaque DIP, on fait une attestation comme quoi on a bien respecté les BPF et ça suffit. Maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin, comme je dis, on peut se faire accompagner pour mettre en place les BPF dans le laboratoire. Donc, tu as répondu à la prochaine question qui était, peut-on fabriquer des cosmétiques maison sans avoir un laboratoire? Donc, je comprends bien que la réponse, elle est oui, tant que… On peut, tant que si on n'a pas de laboratoire, mais qu'on a déclaré au moins, il faut qu'on ait déclaré une pièce au moins quelque part à l'ANSM. Sinon, si on veut pas faire de laboratoire, on a des sous-traitants qui vont être personnes responsables. En fait, il faut toujours une personne responsable. Quand on va vendre des... Après, cette question, elle est un peu ambiguë, entre guillemets, tu me diras. Est-ce que les BPF permettent la production de cosmétiques à la maison? C'est-à-dire? Est-ce que, par exemple, je suis chez moi, je peux fabriquer mes cosmétiques maison? Enfin, en soi, oui, parce que, voilà, c'est un local, mais il faut que ma maison respecte, dans ce cas-là, les normes non. de BPF. C'est pas ta maison qui doit respecter les normes BPF, c'est le local. Logiquement, tu n'es pas censé produire ailleurs que dans ton local. D'accord. Voilà. Donc, si tu produis
dans ton local, même si la SSM, elle vient, tu lui dis, bah voilà, c'est comme si tu partageais une entreprise. À partir de là, de cette porte, c'est chez moi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de truc. Moi, c'est mon local, c'est quand on passe la porte. Et ensuite, comment établir l'autodéclaration de BPF pour le DIP? Alors là, je suppose peut-être que c'est, je sais pas, peut-être comment déclarer son établissement à la NSM. Alors, pour le déclarer à la NSM, il suffit d'aller juste sur le site. Et on fait, maintenant c'est dématérialisé, il faut un plan, de mémoire, il faut un plan, expliquer un petit peu, cocher ce qu'on va fabriquer, ce qu'on va conditionner. Vaut mieux être le plus large possible, même si on se dit que c'est peut-être dans 1 ou 2 ans, parce qu'à chaque fois qu'on va, logiquement, à chaque fois qu'on va fabriquer une nouvelle chose, il faudra refaire une modification de déclaration. Donc, vaut mieux déclarer le plus large possible et comme ça, on n'est pas obligé de le faire. Après, maintenant, pour les BPF dans le DIP, il suffit d'une lettre manuscrite ou d'une lettre en disant qu'on a respecté les BPF, ça suffit amplement. D'accord. L'année nous demande avec combien peut-on faire toutes ces démarches pour rester dans les normes de la cosmétique maison, pour rester dans les bonnes pratiques de fabrication, je pense. Avec combien peut-on faire toutes ces démarches? Parce qu'effectivement, on n'a pas parlé du coût de ces démarches. Est-ce qu'il y a un coût? Si oui, quel est-il? Alors, les audits, en tout cas pour se mettre aux normes BPF, ça va vraiment dépendre de l'organisme. Ça peut aller de 500 jusqu'à 2000 € pour avoir l'attestation BPF, entre guillemets. Et ça, cette variance, la variabilité, je ne sais pas comment dire, mais ça dépend du prestige du cabinet. Ah, c'est du marketing. Voilà, ça dépend du marketing parce que ça dépend aussi du degré d'accompagnement. Il y en a qui vont juste dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Il y en a peut-être d'autres aussi, il y a des formules, ils disent oui, c'est pas bon, il faut peut-être faire ça, 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 ça. Voilà, ça dépend vraiment de ce que l'on cherche et du type d'accompagnement. Après, il y a des formations. Il y a des formations pour une centaine d'euros en demi-journée ou en 2 heures en visio où vraiment on essaye d'expliquer vraiment cette norme. Voilà, il faut aller sur les sites de la NSM, de Cosmed, de la SFC. Voilà, il y a plein de sites qui font des formations ou qui aident vraiment à trouver des prestataires pour faire ces certifications BPF. Okay. Salut Justine, salut Black Sunday, bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur le live. La prochaine question. Donc voilà, ça on l'a fait. Et on va rentrer dans de la savonnerie artisanale. Quel est le cadre réglementaire pour de la savonnerie artisanale? Alors, la savonnerie artisanale, elle est considérée comme un produit cosmétique. Donc, la réglementation va être exactement la même que si on fait un produit cosmétique. C'est-à-dire que pour faire ces savons, il faut déclarer son établissement à la NSM, faire les BPF, faire les DIP, faire les tests et le packaging. Et il faut vraiment, surtout pour les savons, vu que le packaging, ça va être en contact, généralement, on cherche aussi un packaging qui va être stable au cours du temps parce qu'on sait que le savon, c'est assez basique, ça peut faire pas fondre le plastique, mais bon, ça peut interagir. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, que tous les savons sont embrûlés dans du papier ou du carton. Voilà. D'accord. Mais sinon, c'est exactement comme un produit cosmétique, qu'il soit artisanal ou industriel. Salut Priscille, bienvenue sur le live. Alors, on arrive presque à la fin. On va parler de la réglementation pour des cosmétiques pour enfants de moins de 3 ans. Que dit la réglementation? Parce qu'on veut mettre sur le marché des cosmétiques qui doivent être utilisés par des enfants qui ont moins de 3 ans. La réglementation, elle va être à peu près similaire à celle des adultes. C'est juste qu'il y a certaines matières premières comme des conservateurs, comme des allergènes qui vont être soit les pourcentages d'introduction vont être diminués ou soit ils vont être complètement supprimés. Mais sinon, la réglementation, exactement. Après, il y a certains, pour être sûr de ne pas avoir de problème, il y a certains toxicologues qui vont demander des tests peut-être un peu plus poussés, des marges de sécurité beaucoup plus petites. Mais en termes de réglementation, c'est la même que celle des adultes. J'ai aussi, tu me diras si c'est juste une impression, mais que apparemment, et ce qui serait normal, les autorités seraient vraiment vigilantes sur, dès qu'il y a une formule qui est notifiée pour l'utilisation des tout petits enfants, les autorités sont vraiment vigilantes et là, on peut être soumis peut-être à une fréquence plus élevée, je ne sais pas, à des contrôles. Oui,
Oui, parce que c'est forcément, comme leur peau est beaucoup plus sensible, on va être sûr que le dip a été fait, on a vraiment fait les tests, surtout les tests microbio, les challenges, les tests cutanés, voilà, tout ça. On va dire que si il y a des articles qui vont être épinglés beaucoup plus rapidement que le maquillage, oui, c'est les produits pour enfants. Mhm. Black Sunday nous dit: oh, je suis dégoûtée, c'est déjà fini, le live sera enregistré. Écoute, bah oui, Olivia est très efficace, donc oui, mais ne t'inquiète pas, le live sera enregistré, il sera également rediffusé sur ma chaîne YouTube, donc t'inquiète pas, pas de panique. En attendant, vous pouvez poser toutes les questions si vous n'avez pas eu de réponse dans ce qu'on a posé là, ou si vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question avant. Vous pouvez absolument les poser maintenant. Par contre, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est le sujet du maquillage. Est-ce que là, toujours, on est dans le même cadre réglementaire? Est-ce qu'il y a des différences que les cosmétiques, enfin, que pour le cas qu'on a évoqué plus tôt dans le live? C'est-à-dire, quel type de différence? À quoi tu penses? Bah, je ne sais pas les différences en termes de constitution du dip, en termes de tests à effectuer surtout. Non. Les tests à effectuer, non, c'est plus pour les maquillages des yeux. Il y aura peut-être l'irritation oculaire à rajouter, mais même ça, pour une crème pour le visage, faut le faire. La seule différence, c'est par exemple, si on fait un fond de teint, on a 15 teintes, il n'y a pas 15 dips à faire. Il y aura un seul dip pour toutes les teintes. On prendra généralement la plus foncée. Par contre, si après, on veut élargir la gamme, là, il faudra faire un nouveau dip. Bah, justement, oui. Non, je disais, mais si on lance les 15 teintes en même temps, il y a juste un seul dip à faire. Bah justement, lorsqu'on a un produit cosmétique, ça peut être contraignant lorsqu'on a une modification à faire dans le produit. Je ne sais pas, pour une raison X ou Y ou même pour une raison marketing, qu'on a seulement un seul ingrédient à changer dans le produit cosmétique ou une seule modification minime à faire. Dans quel cas est-ce qu'il faut refaire tout le dip? Comment est-ce qu'on sait s'il faut refaire encore des tests? Dans ces cas-là, comment ça se passe? Dans tous les cas, dès que le dip, en fait, il est fermé dès qu'on va changer de fournisseur, dès qu'on va changer un pourcentage. Mais après, maintenant, ce sera pas les mêmes coûts vu que c'est une modification. Par exemple, si c'est juste une modification de fournisseur, les tests, il n'y a pas besoin de les refaire. Si c'est juste une modification, on change pas le conservateur. Si par contre, s'il y a un changement de conservateur, là oui, il y a des tests à faire. Mais si c'est juste des modifications, les coûts seront minimes, mais le dip vit. Il doit être réactualisé tous les ans. Ah d'accord. Donc, toi, par modification, tu entends tout ce qui ne touche pas à la formule, si je comprends bien. Ah si, même si c'est la formule, par exemple, au niveau réglementaire, on utilisait un colorant et maintenant, on peut plus l'utiliser. On va rechanger le colorant et il faut refaire un dip parce que la formule n'est plus la même. D'accord. Mais est-ce qu'il faut forcément refaire des tests dans ces cas-là et comment on sait quand est-ce qu'il faut en refaire ou pas? Les tests à refaire, ça va vraiment dépendre aussi du toxicologue. Parce que généralement, avec le DIP, on peut demander au toxicologue, est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire? Parce que comme on dit, lui, c'est lui-même, c'est qu'il engage, c'est sa responsabilité qu'il engage. Donc là, c'est plus avec le toxicologue qu'il faut le voir. Merveille nous demande, est-il possible de fabriquer un produit qui entre dans les critères du bio sans déposer le label tout de suite, mais plus tard? On peut, mais sur le packaging, on ne pourra pas écrire bio. Parce qu'à partir du moment où on écrit bio ou cosmé bio, c'est qu'on est allé, il nous faut le label. Donc, les personnes, généralement, quand ils ont pas le label, ils écrivent avec des huiles naturelles ou quelque chose. On essaye de tourner autour sans vraiment dire, voilà, sans le dire. Mais non, si on est bio, il faut être certifié parce qu'on va dire, pour l'instant, tant que vous ne vous faites pas attraper, il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous vous faites attraper, ça coûte cher au portefeuille. Super. Écoute, on a été très efficace. Surtout toi, parce que c'est toi qui as répondu. On est dans les 30 minutes pile. Donc, vraiment, merci pour ça. Alors, pour ceux qui sont venus à la fin ou au milieu, ne vous inquiétez pas. Le live sera diffusé sur ce compte Instagram jusqu'à ce soir et également demain, à partir de demain, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez toujours le revisionner. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser à Olivia. Je vous mets en bio. Déjà, maintenant, vous pouvez télécharger l'annuaire qui contient son contact. Comme ça, vous pourrez la contacter si vous avez d'autres questions, mais vous pourrez également faire appel à ses services.
n'hésitez pas. Et je pense que c'est un bon investissement à faire au départ parce que mieux vaut y aller avec la sécurité et connaître tout ce qu'il faut faire au départ plutôt que d'aller se tromper et de se prendre des amendes. D'ailleurs, dis-nous, Olivia, qu'est-ce qu'on risque quand on ne respecte pas les normes? 15 000 euros d'amende au minimum et bah, le retrait de tous les produits sur le marché. Est-ce qu'on va en prison? Non, ça dépend. Ça va dépendre s'il n'y a pas eu de. Ça dépend si c'est juste au cours d'un audit, on a vu qu'il y avait un problème. Non. Mais si par contre il y a une personne qui a été contaminée, qui a eu un problème, oui, là c'est de la mise en danger d'autrui. Donc la personne peut porter plainte. D'accord. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup, Olivia. En commentaire épinglé, vous avez son compte Instagram. Je le remettrai dans la rediffusion. Salut, Anna. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger l'annuaire. C'est gratuit, qui contient le contact de tous les experts ayant participé à cette série de live et y compris Olivia. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao.